Pierre-Luc, Yannick, comment as-tu aimé ton premier vrai podcast avec les gars de Distorsion? hey, j'ai vraiment aimé ça. Moi, parler de web, puis creuser dans toutes les différentes cultures web, puis tous les phénomènes web. J'adore vraiment ça, nerd out là-dessus. Fait que j'ai vraiment trippé à recevoir les gars de Distorsion. C'était 1h15, mais ça aurait pu être 3 heures. Absolument. On pourrait parler pour toujours de étrangeté du web avec les gars de Distorsion. Je serais surpris si vous écoutez l'épisode que vous n'avez jamais écouté Distorsion, mais si ce n'est pas le cas, garochez vos oreilles là-dessus. C'est super intéressant. Puis les gars, ils font tellement de recherches. Puis ça va vous donner peut-être des nouvelles affaires à avoir peur dans la vie, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est de l'information. Oui, d'ailleurs, parlons de places bizarres du web, Yannick. Il y a une nouvelle place qu'on peut visiter. Mais laquelle, Pierre-Luc? Il y a le groupe Facebook de Trois-Bières. À cette heure, on a voulu interagir avec la communauté, pouvoir parler plus avec vous parce que le reach de notre page Facebook et de toutes les pages Facebook ne vaut pas de la merde. Fait que autant créer une page Facebook et vous recevoir et on va mettre dedans les liens pertinents des articles qu'on parle ou des vidéos qu'on parle au show. Et aussi, on va pouvoir mettre des memes puis tout ça sur la page. Fait que gênez-vous pas aussi à venir en poster puis avoir du fun avec les autres. Ouais, c'est ça. C'est juste une place vraiment le fun où c'est avec d'autres auditeurs de l'émission qu'on peut communiquer puis échanger des images loufoques, des affaires comme ça. Puis justement aussi parler de l'émission si le cœur vous en dit. Alors, ça s'appelle le sac à sujet. Alors, si vous êtes sur Facebook, écrivez sac à sujet. Et on s'y voit là pour discuter. Puis vous, bien sûr, vu le nom, vous pouvez aussi dropper des sujets. Moi, je suis là, je passe et je vais noter ça. Mais avant qu'on passe à l'émission, on aimerait ça remercier les gens qu'on encourage sur Patreon. Les gens qui nous encouragent sur Patreon, mais on les encourage en retour. C'est un lien d'encouragement constant qui n'arrête jamais. Mais avant ça, Pierre-Luc, avant de remercier ces gens-là, on aimerait ça annoncer, c'est qu'est-ce qu'il y a sur exclusif sur le Patreon à chaque semaine, que si vous nous encouragez, les gens ont accès à quoi? Cette semaine, il y a deux choses. Il y a On regarde, alors qu'on creuse encore dans la culture québécoise. Cette fois-ci, on tombe en 2002 à TQS. On regarde un reportage du Grand Journal sur la lutte québécoise et on a reçu Benjamin Toll pour venir commenter le tout. Je pense que c'est vraiment le fun, surtout pour les fans de lutte. Je pense qu'on parle beaucoup de la culture de la lutte, comment est-ce qu'au Québec ça grandit. Et aussi, on parle beaucoup des intervenants qui sont là en 2002. Et c'est ça qui était à TQS en 2002. C'est ça, exactement. Fait que t'as comme un genre de monsieur weird à 110%, tout le monde qui se crie après. C'est magnifique. Et aussi, on a le podcast sur Big Brother Célébrité, OK Bébé, qui continue, qui est la suite spirituelle de OK OD. Et cette semaine, on va être avec Victoria Charlton, qui semble écouter l'émission avec nous autres. Fait qu'on va en parler ensemble et ça va être ça cette semaine. Oui, fait que ça, on analyse Big Brother et tout ce qui se passe, les joueurs, les intrigues, les stratégies. On ne l'a pas encore enregistré, mais on a vraiment hâte de le faire. Et comme toujours, vous avez l'épisode de lundi qui s'en vient. C'est avec Michel Grenier. Fait que tu l'as d'avance, 5 jours d'avance en audio par rapport au reste des gens qui l'ont le vendredi. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires sur le Patreon. Il y a même un scoop dans cet épisode-là, Pierre. Il y a un gros scoop, gang. Pour de vrai, là, genre, vous pouvez prenez le screenshot de nos faces lorsqu'ils annoncent ça parce que moi, puis Yannick, puis Gabriel, on n'en revient pas. Ouais, on hausse des sourcils, puis pour mes sourcils, c'est assez énorme. Mais avant de passer à l'épisode, puis justement, on va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Alors, j'aimerais ça dire un gros merci à Joctopus Prime, Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jodosaurus, ainsi que Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout. On a plein de nouveaux mondes qui se sont joints à nous dans la dernière semaine. On est super contents, on vous en remercie. Alors, un gros bonjour à David Jonathan Germain, Émile, Sleepy Ellie, Christophe Saint-Denis et Sarah Lou V. Alors, un gros merci à ces gens-là. Et on vous remercie de venir nous encourager sur le Patreon. Mais en attendant, passons donc à cet épisode avec les gars de Distorsion.
Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'un breuvage, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Seb. Émile. Yeah! Hey, je suis content d'être là lorsque vous venez à Trois-Bières cette fois-ci. Oui. Ma première absence ever, je devais être mannequin de main, je pense, à ce moment-là. Oui. C'est cette fois-là en plus. C'est cette fois-là en plus. Puis j'ai eu une très courte carrière de mannequin de main, malheureusement. Je pense que j'ai pas réussi à percer vraiment l'imaginaire, connecter avec le public. J'ai pas pu smiler des mains non plus. Fait que, mais écoute, fallait le faire. Fait que merci d'être là, les gars. C'est déjà une expérience que peu de gens ont eu la chance de vivre, point. Fait que, tu peux quand même t'en vanter un peu. Absolument, comme être en dessous d'une table de même, puis reacher comme ça, puis essayer de faire, de tenir pendant que ça paraît pas trop, parce que le photographe est dans le chemin, puis tout, c'est vraiment de l'ouvrage. Puis ça a été un sweet petit moteur d'argent. Oui, absolument. Écoute, c'est de l'argent en main, ça, c'est clair. Émile et Sébastien, pour ceux qui ne sauraient pas, ce qui m'étonnerait, mais ceux qui ne savent pas, vous êtes les animateurs, mais quand je veux dire animateurs, je veux aussi dire auteurs, recherchistes. Si j'ai bien entendu dans votre dernier épisode, peut-être un peu moins de montage maintenant, mais bref, vous faites quasiment tout à l'émission Distorsion. Où vous parlez de l'étrangeté et souvent même de l'épeurant à l'époque numérique. Oui, ça vous a dit que c'était étrange au début, mais là, quand tu l'écoutes, je suis comme non, je pense que c'est épeurant maintenant. Mais là, j'ai peur, je suis inquiet. Là. Et après 5 saisons, ça devient un peu de la normalité. Là. Finalement, ça fait plus peur, c'est plus inquiétant. Oui, exact. C'est partie de notre vie. 6 saisons. Ah ouais. Mais alors, dans le sujet de là d'Internet puis tout ça, on est dans l'actualité en ce moment pour ceux qui écoutent. Donald Trump, le président des États-Unis, s'est fait bannir des réseaux sociaux. Oui. Quand j'étais jeune, je faisais bannir de channel MIRC, puis après, je faisais bannir de forum. Puis, à cette heure, les médias sociaux sont tellement énormes et importants de nos jours que se faire bannir de là, c'est quelque chose. C'est un symbole aussi de bannir le président. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? C'est too much lorsque des compagnies privées décident du discours public? Vous êtes où là-dedans dans votre réflexion? De mon côté, moi, ça peut être très rapide. Mon point, c'est que je trouve que c'est bien symbolique de l'époque dans laquelle on est. En fait, je trouve ça absurde à quelque part qu'on en arrive là. Alors que généralement, les gens qui sont bannis des réseaux sociaux, tout ça, c'est des gens souvent qu'on n'entend pas parler. C'est des gens qui vont juste violer les règles de communauté, des choses comme ça. Sur YouTube, par exemple, des gens qui vont pas respecter les règles en lien avec le contenu pour enfants, des choses comme ça, mais de voir que ces compagnies-là bannissent le président, puis que le président s'est rendu là aussi, il s'est rendu au point où d'être banni. On dirait que c'est comme trop pour moi. J'ai de la misère à avoir une opinion là-dessus. C'est juste trop absurde, je trouve. Non, c'est clair, hein? C'est que ces plateformes-là sont tellement rendues importantes pour la communication. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même le siège social de Twitter, il était barricadé, il y avait de la présence policière. Finalement, il y a juste eu quelques coucous là, qui sont allés manifester contre son bannissement, mais c'est un peu comme tu dis, c'est un peu ridicule qu'on en soit rendu là, tu sais, qu'un président soit banni d'une plateforme, à quel point il l'utilise dans le mauvais sens, tu sais. Puis c'est là que je trouve que le débat aussi qui est difficile, c'est le pouvoir qu'ont ces plateformes-là aussi de censurer des gens. Dans ce cas-ci, certaines personnes les pro-Trump sont pas en accord, mais la majorité des gens sont en accord. Mais si ça arrivait à d'autres personnalités politiques, je ne sais pas, actuellement, on a quand même une démocratie, j'allais dire saine, mais ça dépend. Mais ça peut faire peur aussi, je trouve, que les plateformes comme ça ont ce pouvoir-là, mais en même temps, il faut qu'elles l'aient, parce que c'est de leur responsabilité aussi. Là. Puis je pense que quand ils ont créé ça, je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir autant de pouvoir. Facebook, c'est une app pour juger tes cahiers de classe qui est plus hot entre les deux. Là. Oui, c'est ça. Et puis c'est devenu l'affaire qui fait en sorte que, le premier ministre, le président des États-Unis est banni parce qu'il crée, ou c'est QAnon aussi, gros algorithme qui favorise ce genre de discours et de mauvaises nouvelles-là.
Mais fausses moi, nouvelles aussi. j'avais entendu à la radio un débat là, entre justement, tu sais, est-ce que les compagnies privées devraient avoir le droit ou non de bannir? Puis il y avait, je crois que c'est Marie Grégoire qui se soulevait, mais là, je suis vraiment pas certaine si c'était elle, mais je vais dire elle, mais qui disait que c'était comme trop peu, trop tard. Ouais. Tu sais, comme là, c'est facile de le bannir, sachant qu'il n'est pas réélu, sachant qu'il s'en va dans 2 semaines, sachant que, tu sais, ils n'auront pas nécessairement de conséquences, entre guillemets, là. Tu sais, il va perdre tout son pouvoir très prochainement. Fait qu'elle disait, c'est comme facile, là, mais s'il avait été conséquent, mais ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Elle a pas... Peu importe la plateforme, Donald Trump, moi, je pense, va toujours trouver une façon de s'exprimer. Que ce soit Twitter, que ce soit autre chose, il pourrait se créer son propre réseau social à lui. C'est sûr qu'il attirerait des gens qui viendraient l'écouter, peu importe ce qu'il dit. Ça pourrait être Fox News, ça pourrait être un autre média quelconque. Moi, je pense que même, on dirait que c'est un troll généralisé. Donc, peu importe, il va se retrouver où, il va faire ce qu'il fait. Puis il faisait ça même avant d'être premier ministre, d'être président, Donald Trump. Puis toute sa vie, il faisait ça, même dans les années 80, quand il faisait des interviews télévisées. À ce moment-là, c'était les news, les night news, qui étaient un peu les réseaux sociaux, les moyens de communication. Puis il y avait encore cette attitude-là. Donc, même si on abolissait Twitter, Facebook, Donald Trump pourrait se retrouver sur MySpace puis continuer à troller la population ou à retourner sur ICQ. Oui, ben c'est ça. Ils ont migré vers Parler. Puis honnêtement, je ne la connaissais pas du tout, cette plateforme-là, avant qu'ils en parlent. Ben, il m'a dit c'est le pire investissement que j'ai fait dans ma vie. Je suis en train de perdre tout l'argent que j'ai investi dans Parler. Ce week-end, je suis sur le bord de me promener avec tout nu avec un tonneau parce que tout l'argent que j'ai mis là-dedans. En fait. Mais Yannick, tu trouves ça bizarre de créer une plateforme qui s'appelle Parler quand tu écris dessus? Tu aurais dû l'appeler Écrire à la place. Écoute, ça, c'est une des nombreuses affaires que j'aurais dû penser avant d'investir dans Parler. Mais Parler, si je regarde, ça fait comme un mois que je suis des affaires genre Parler Takes, du monde qui copie-colle des morceaux de Parler, des affaires comme ça. C'est essentiellement un genre de mauvais Twitter qui est enraciné pour les républicains et du monde vraiment, vraiment à droite aux États-Unis qui se faisait lentement sortir de Twitter, déplatformer un peu, et dire OK, on va créer notre propre média social qui est devenu Parler, qui, je pense en anglais, il faut dire Parler. Okay. Et aussi, je crois qu'il y a en anglais, être dans un parler, ça veut dire comme être dans une conversation spéciale entre deux personnes. Fait que ça a plusieurs sens, mais c'est là que le monde se reprend leurs affaires de QAnon, puis qu'ils se disent entre eux autres qu'il faut faire confiance au plan et qu'ils additionnent des chiffres de date pour en créer. Faire le numéro 23 de Jim Carrey, la numérologie, là, tout est un message secret que Donald Trump va contrôler bientôt. Toutes ces affaires-là, c'est du monde qui se craint entre eux autres de faire parce qu'il y a aussi un des gros fondements de Parler, c'est le free speech. C'est une plus grosse affaire importante. Puis à cette heure, tu sais, une époque où free speech, c'était genre, oh, on est des artistes, on veut pouvoir dire ce qu'on veut, on veut pouvoir dénoncer le gouvernement. Puis là, rendu free speech, à cette heure, en 2021, c'est quasiment un euphémisme pour dire pouvoir être raciste, pouvoir être hémophobe, pouvoir être misogyne, pouvoir faire plein de marques de même en public. C'est quasiment rendu ça à cette heure, cet euphémisme-là. Fait que ce monde-là, c'est comme « Ah, ils ne nous censureront pas, on est des victimes parce qu'on dit des choses terribles. Fait que nous, on va se réunir entre nous autres, on va avoir raison entre nous autres parce que partout ailleurs, ils ne veulent pas de nous autres. » Fait que c'est pas cette énergie-là que ce monde-là ont. Là. Ah ouais. Ça donne le goût d'y aller, en tout cas. Là, ça donne vraiment le goût de se faire un compte. Puis bonne chance parce qu'ils l'ont coupé de tout. Google l'a retiré à Apple. Les serveurs étaient sous Amazon. Ils ont fermé les serveurs. Fait que là, je sais qu'ils ont tenté de rediriger le nom de domaine vers disons, des pays, disons, plus lousses là-dessus. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour revenir à ce que tu disais là, sur Twitter versus Donald Trump, je pense qu'elle n'a pas tort à 100%, Marie Grégoire, ou en tout cas, du moins la personne qui a dit ça, parce que c'est vrai que Twitter étant une compagnie américaine, je le sais que le président a un certain pouvoir législatif. Il avait fait des menaces, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il pouvait parce que ce n'est pas la première fois qu'il retire des tweets. Il y a eu des controverses aussi où il flaguait aussi ses tweets de mauvaises informations. C'est à partir de là qu'il y a eu comme une plus grosse guerre entre Trump et Twitter. Donc, je ne sais pas s'il faisait attention par rapport à ça.
Mais c'est sûr que c'est le pire événement qui est arrivé. Là, j'ai l'impression, là, dans tout le... Si on exclut la manipulation à long terme, là, c'est sûrement à cause de ça également. Là, mais j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il y avait peut-être un peu peur. Parce que ça dépend aussi, je pense qu'une affaire qu'il aurait pu faire, c'est aller comme certains gouvernements louches et il aurait peut-être pu juste acheter Twitter ou je sais pas trop. Tu sais, mettons, je sais pas si vous saviez, mais dans le temps, il y a comme genre 15 ans, il y avait une plateforme de blog qui s'appelait Live Journal. Oui. Beaucoup de petits jeunes adolescentes qui parlaient de leur vie là-dessus puis qui racontaient leurs histoires puis tout. Puis là, tu avais un petit code, mettre une image de temps en temps, peut-être un GIF des fois. Et cette plateforme-là, finalement, elle a été désuète par rapport pour nous, les Nord-Américains. Mais en Russie, les gens s'en sont servis énormément pour communiquer des informations sensibles, pour juste dire de la propagande d'un bord ou de l'autre. Et je ne me trompe pas, le gouvernement a carrément juste acheté Live Journal. Fait qu'à cette heure, Live Journal, qui est comme un journal intime d'après-adolescente à base, c'est devenu une affaire gouvernementale où est-ce que là, à cette heure, il y a ton IP, il y a toute l'information de login. Je savais pas ça. À cause que tu avais ta blog post, il y a comme genre 10 ans contre le gouvernement. Tu veux pas être flagué en Russie, là, tu sais. C'est là que j'allais lire mes comics scannés, moi, Motadine. J'ai appris aussi qu'il y a dans les Néopets, qui est un genre de Tamagotchi en ligne, c'est une grosse fondation scientologue qui est derrière ça aussi. Fait que des fois, Internet, ça fait des choses vraiment bizarres. Ah, tu serais un bon recherchiste pour Distorsion, je pense. Moi, là, la culture web, c'est mon fucking jam. Là. Genre, pour de vrai, je passe beaucoup de temps là-dessus. Pierre-Luc a juste besoin d'une petite excuse pour commencer à briller là-dedans. Oui, exactement. Il faut juste comme une ouverture là-dedans, ouais. Ouais, pour creuser un rabbit hole. Absolument. Mais, messieurs, aussi, non, c'est-tu cet automne? Oui, c'est cet automne qu'il y a eu votre série qu'on a pu voir à Canal Vie. Moi et compagnie. Moi et compagnie? Pour moi, c'est le canal de la vie. Commence pas à donner de la fausse information sur Distorsion. Je connais tout. Je m'excuse. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Surtout, c'est drôle parce qu'il y a comme un reportage qui est né de la fois que vous êtes venu à Trois-Bières, puis on a parlé des gens qui créent des vies. En ligne. Qui se créent des vies en ligne. D'ailleurs, moi, encore une fois, on est un groupe, on a une petite conversation sur Facebook. On a trouvé une autre personne qui s'invente une vie en ligne, mais qui est d'envergure moins pire, par exemple. Mais en tout cas, je partagerai ça avec vous d'un moment donné, là, juste curieux de voir ça. Mais moi, ça me fascine. Y a-t-il des affaires? Je sais que sur le site de Cube, on peut voir les épisodes de Distorsion, n'est-ce pas? Oui. Mais on peut en parler un peu, si tu veux, Yannick, de ça, de Colin Debin. Oui, de Colin Debin, maintenant son nom est écrit. C'est quelqu'un qui me fascine et qui fascine un de mes amis aussi, Alex Rose, avec qui j'anime les voyeurs de vue, qui m'a fait connaître ces personnes-là. Puis là, on est dans un groupe où on parle de lui. Puis ça, c'est vraiment fascinant parce que c'est un... On ne peut pas nommer son nom. Prenons les règles de votre reportage. On ne peut pas nommer son nom qu'il y a sur Internet, mais son nickname, c'est Colin Debin. Et c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, se présentait comme un producteur télé montréalais qui avait extrêmement beaucoup de succès, qui a par conséquent travaillé au gouvernement libéral en masse, qui se targuait d'être body avec Justin Trudeau. Qui est full connecté avec tous les artistes qui allaient à Oshéaga. Puis il connaît toutes, puis il parle d'eux autres, puis il répond à leurs tweets comme s'il les connaissait. Et puis là, maintenant, il est un super opérateur politique. Il était en Nouvelle-Zélande, il était en Suisse, puis il travaille dans les gouvernements là-bas. C'est une personne qui a eu 1000 vies, qui est surpuissant, mais qui raconte tout de même des coquineries sur Internet puis fait s'en mettre d'amis avec tout le monde. C'est... qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ça me semble, moi, genre, je m'abonnerais pas à ça. Puis je pense je suis pas abonné là-dedans, c'est lui qui vit dans ma tête. Mais genre, c'est ça que tu vas parler le visiter. Moi, tu m'en as parlé, puis je suis allé voir et j'avais muté. Carrément, genre. Fait que je pense que lui, il était abonné à moi, puis moi, j'ai fait comme je ne veux plus voir ses affaires. Là, fait que... Non, mais parce que dans le fond, Yannick, tout ce que tu viens de raconter, il met ça sur les réseaux sociaux, puis c'est tout pas vrai. C'est tout pas vrai, mais regarde. Il n'y a aucune façon que c'est vrai. Juste l'idée,
s'il était, mettons, juste son premier mensonge, d'être un producteur télé extrêmement populaire, juste ça, il serait comme quasiment une vedette au Québec s'il était aussi bon et populaire que ça. Juste pour commencer. Là. Oui, ben oui. Puis vous, les gars, c'est quoi? Vous l'avez rencontré? Vous l'avez retracé? Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait notre possible. En fait, c'est grâce à Yannick qui nous a mis en contact avec Alex Rose. Puis j'ai été un bout de temps dans votre groupe de discussion aussi. Oui. Un bout de temps. Je dirais que cette histoire-là était peut-être une des histoires les plus mineures, je dirais, par son côté loufoque là, de notre série télé, mais sans doute elle qui nous a demandé le plus de recherche. Oui, c'est vrai. Je te dis, moi, j'étais là-dessus 40 heures semaine sur Colin Debin. Puis, mais par contre, le seul truc, c'est, étant donné la réalité de la télé, tout ça, il y a des avocats derrière, des diffuseurs et tout ça, on n'a pas pu aller aussi loin, on n'a pas pu en dire autant de choses que ce qu'on savait. Mais nous, on sait c'est qui ce gars-là, on sait où il habite, on connaît ses parents, on connaît son numéro de téléphone, on a rencontré des gens avec qui il a fréquenté, on a une idée d'où est-ce qu'il s'est retrouvé dans le monde. Il a fait beaucoup. Tu as parlé avec Chris Martin et The Weeknd, du monde qui connaît tout le temps, qui parle. Avec. On a parlé à des vrais artistes qui prétendent connaître, qui nous ont confirmé qu'ils ne connaissaient pas. Mais il n'a pas gardé les chiens là, de Croy à Noël. Mais on a fait quand même le tour du dossier, si on veut, puis on s'est rendu compte que c'était quand même quelqu'un d'assez inquiétant, je dirais. Il a fait bien pire là, que se faire prendre pour un producteur montréalais. Il y a des histoires de possession d'armes, il y a des histoires il se prétendait espion, il serait allé en Corée, il se serait fait passer pour un agent du FBI, ce qui est un crime fédéral aux États-Unis. Il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que prétendre faire un faux party pendant Osheaga, là, ce qu'il a prétendu faire. Ah ouais, j'ai des amis qui sont allés qui sont allés à son party. Là. Il a calé sur Twitter qu'il faisait un party pendant Osheaga. Il a donné son adresse, tout ça. On a envoyé des espions. Là. Il n'y avait pas de party. Là, je peux vous le confirmer. Donc, c'est à noter que durant un party dans un manoir, il avait mis en ligne un genre de document de 20 pages, un PDF pour dire voici mes consignes de party dans mon manoir. C'est sa plus grande œuvre, ça, ce PDF-là. En tant que con artist, là, c'est son plus beau, sa plus belle œuvre. C'est la seule affaire qu'il a générée, vraiment, qu'il a véritablement faite dans toutes ses affaires. Mais moi, j'ai un autre truc de con artist comme ça. Puis peut-être, les gars, que ça pourrait être un sujet d'un prochain épisode de votre prochaine saison, que d'ailleurs, je vais me permettre de vous mettre encore de la pression. Pouvez-vous sortir de nouveaux épisodes, s'il vous plaît? Je pense que je vous écris aux 2 semaines pour vous le demander. J'arrête, c'est promis, j'arrête après ça. Mais c'est Audrey Rousseau, en fait, qui m'a fait découvrir un balado. Ça s'appelle Chameleon. Et puis, c'est un con artist à Hollywood. Fait que dans le fond, elle contacte souvent des comédiens peut-être un peu moins connus, en leur promettant un breakthrough, ou des make-up artists, ou des entraîneurs. Là, souvent, sur des plateaux de gros films, ils ont des entraîneurs, finalement, là, pour les cascades et tout. Puis, elle les fait déplacer, genre, en Indonésie, à Jakarta, à plein d'endroits. Puis, un coup qu'ils arrivent là, ils font juste, genre, se faire promener en auto, dépenser des trucs, puis finalement, ils se rendent compte que il n'y a pas de film, il n'y a pas rien. Et la personne, le con artist, il parle, mettons, avec l'agente, il parle avec son assistant, il parle avec, et puis ils se font promettre là, plein de trucs, puis tout a l'air vrai, puis finalement, c'est pas vrai du tout. Et en creusant, justement, les journalistes se sont rendus compte que non seulement ça arrive depuis des années, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont fait prendre partout à travers le monde. Puis, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette personne-là fait ça, parce que c'est genre pour 2000 $. OK, c'est ça, j'allais demander, ça chargeait ou... Mettons, c'est comme, faut que tu payes ton propre billet d'avion, puis là, rendu là-bas, il y a un extra pour ton chauffeur, paye-le, on va te rembourser, c'est 800 $. Puis là, tu reviens, puis c'est rien passé. Fait que, tu sais, c'est pas assez gros pour que le FBI rentre là-dedans, full pin, arrête tout, mais... En bout de ligne, ça fait peut-être $1 million qu'elle a réussi à soutirer à plein de monde. En tout cas, c'est vraiment, je le recommande. Chameleon, c'est vraiment bon.
Ben oui, Hollywood a un peu donné naissance à ces genres de charlatans-là là, du monde du cinéma. Tu sais, c'est une ville où beaucoup de jeunes talents allaient avec beaucoup d'espoir, beaucoup de naïveté. Puis depuis, moi, j'avais lu une histoire aussi tu sais, qui datait des années 50 d'une espèce de fraude dont tu nous parles, Gabriel. Puis en plus, là-bas, la police de LA, elle a tellement d'autres chats à fouetter que de s'occuper de quelqu'un qui se fait passer pour un agent, que tu sais, c'est un bon endroit pour commettre ce genre de crime-là, mais ça fait depuis l'âge d'or d'Hollywood que ça a lieu, là, ce genre de fraude Même à de Montréal, jeunes il y a artistes. genre des photographes qui se font passer pour des gens de casting, puis genre donne-moi 400$, puis je vais te représenter à des places, puis genre finalement, ce gars-là, il est chez lui, puis il crée ça rien. Là. Ben oui. Ouais. Il y a ça aussi. Là. Caroline moi, j'en Deville, ai eu d'ailleurs, un. était photographe. C'est nul, hein? Moi, j'en ai eu un cette semaine sur Instagram. Oh mon Dieu, Seigneur! Hey, écoute, la personne m'écrit et c'est une jeune fille là, qui m'écrit, puis elle me dit qu'elle a des questions. Elle fait un travail pour le cégep, qu'elle étudie en ATM, puis qu'elle aimerait ça me poser des questions. Je suis comme, pas de problème. Moi, je suis là, ouverte, pleine de bonnes intentions et de naïveté. Fait que là, sa première question, c'est qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Je suis comme, OK, là, je réponds truc. Puis elle m'avait précisé d'être très détaillée et précise dans mes réponses. Puis j'étais comme, ben c'est normal, c'est un travail de cégep. Fait qu'elle a besoin de jus pour pouvoir écrire ses 800 mots ou je sais pas trop. Fait que ça, c'est sa première question. Je réponds. Sa deuxième question, c'est es-tu chatouilleuse? Oh, on te voit venir, là. Puis je suis comme... j'haïs ça, me faire chatouiller, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis sa troisième question, c'est décris-moi de où tu es chatouilleuse, de l'endroit où tu aimes le plus, d'où tu es le plus chatouilleuse à l'endroit où tu es le moins chatouilleuse partout sur ton corps. Puis j'étais comme, ceci n'est pas des questions de travail de cégep, c'est vraiment weird, bye, non, c'est fini. Pour d'études. Hey, Oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui ont un fétiche par rapport à ça, aux chatouilles. Puis vous avez fait une émission là-dessus, on a fait un épisode là-dessus, puis il y a des réseaux, il y a une genre de mafia du chatouillement qui existe, là, qui recrute des gens, ben, peut-être comme toi, Gabriel, ou même moi, j'avais vu à une certaine époque à mon université, à l'Université Laval à Québec, j'avais vu des affiches dans les corridors de gens qui recherchaient des gens chatouilleux, tu sais, pour les embarquer dans une genre de ligue de chatouillement. Mais ça n'a pas bien tourné toute cette histoire-là. Donc, ouais, je te conseille d'arrêter de répondre. Ben non, ben écoute, je l'ai bloqué, je l'ai signalé et tout. Puis on a un groupe de filles humoristes. Fait que j'ai partagé ça dans le groupe de filles humoristes. Et là, il y a d'autres humoristes qui m'ont dit « Esti, je me suis fait avoir moi aussi. Esti, moi aussi, moi aussi. » Et je l'ai partagé sur Instagram aussi en disant aux gens, tu sais, allez signaler, c'est un faux compte et tout. Et j'ai d'autres amis qui sont des artistes, qui m'ont également écrit pour faire « Hey, moi aussi, il m'a contacté, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Donc, c'est comme une personne qui se fait passer pour une jeune fille du cégep qui fait un travail et qui là en profite pour aller poser des questions sur le Il me semble qu'avoir un plan de match de... Vas-y, la quatrième question. Hey, on parle du rire. Dans le rire, il y a la provocation du rire puis le chatouillement. Puis, tu sais, rendu là, ça aurait quasiment plus de sens d'être un bon intervieweur. Je pense que cette personne manque d'écoute d'envie et trop excitée à aller direct au point. J'ai vu ça. J'ai vu en plus de quoi similaire sur Twitter cette semaine. Il y a une fille qui a posté une photo d'elle avec un manteau d'hiver dehors, puis elle a fait comme « Hey, belle journée ». Puis il y a quelqu'un qui a répondu « Hey, t'as-tu des... Je prendrais toutes les photos de toi dehors avec ton manteau, je le trouve super beau ». Puis là, finalement, les gens ont cliqué sur ce compte-là, puis c'est marqué genre enthousiaste des manteaux d'hiver. Là. Puis ce gars-là, il va juste écrire à des filles dehors qui ont des manteaux d'hiver, puis je suis comme, hey, il faut tout pour faire un monde, puis au moins ce gars-là, il va dehors, puis c'est comme voir des filles en bikini, là, fait qu'il est heureux tout l'hiver, alors que moi, je suis juste triste qu'il fait fret. Là. Mais c'est fou pareil, comme que les gens ils vont à d'autres humains, là, genre il y a des dames sur Internet que tu peux payer puis vont faire ce que tu veux. Là. Fait que va donc vers ces gens-là puis ça c'est ça. Moi, c'est ça. Quand le gars, là, parce que j'assume que c'est un gars et que ce n'est pas une jeune fille qui étudie à Jonquière, là, mais quand il m'a écrit, ça ne me dérange pas là, que tu aies un fétiche puis que tu aimes ça piquer, ça ne me dérange pas. Mon problème vient du fait que tu attires quelqu'un qui n'est pas au courant de ton projet dans ça. Mais je pense
que c'est la même personne qui a le compte Feet Size Montreal 6789, quelque chose du genre. Cette personne qui m'avait déjà écrit aussi pour me demander, très poliment, hein, ça je veux juste préciser qu'il a toujours été très poli, mais allô, pourrais-tu m'envoyer des photos de tes pieds de devant, de dessous, puis du dessus? J'étais comme, ben non, parce que tu vas te crosser avec. Fait que non, tu sais, non. Gab, si tu avais dit, mettons, je te donne 5 000 puis tu me donnes ces 5 photos-là. Hey, je pense que j'aurais monté ça à 30 000. À 30? Non, il avait dit 5, ça s'arrête à 5. Là. Je sais pas. C'est parce que sachant qu'est-ce qui va venir avec. Puis, comme tu dis. Est-ce qu'il va venir avec, c'est peut-être plus de cash après aussi. Là. Si tu donnes 5 000 sur le entry level, peut-être que. Start un GoFundMe. Puis à 50 000, commence à en sortir au compte-gôtes. On est des artistes en pandémie, Gabriel. Fait qu'il faut. Ça, un orteil à la fois, mais tu ris, mais j'ai eu sur Facebook, il y a quelques temps, il y a du monde qui vendent leurs souliers, des femmes qui vendent leurs souliers, genre sur le marketplace. Ils ont tout le temps des messages pour leurs pieds. Par rapport à leurs pieds, genre des avances par rapport à... C'est vraiment étrange. Oui, mais moi, j'avais des soutiens-gorge de grossesse à vendre. Puis j'étais comme, non, j'ai choqué. J'étais comme, je suis pas prête à recevoir 40 000 messages de gars weird. Là. Non. Fait que finalement, ça... Mais il y a une fille sur TikTok, et là, son nom m'échappe, là, mais elle fait juste partager des trucs qu'elle vend puis qu'elle fait du cash avec. Comme il y a une de ses vidéos, là, elle se met du rouge à lèvres noir, elle prend un petit push de démaquillant, elle se démaquille avec, elle met ça dans un sac, elle va le poster, puis elle a fait 200$. Non, ben oui. Il y en a une qui avait vendu l'eau de son bain, puis des petites bouteilles d'eau. Ça m'écoeure tellement. Mais, ça, c'est une YouTubeuse connue. Là. Oui, c'est ça. C'est quoi dans son nom? Trisha. Oui, je ne sais plus si c'est ça. Ben oui, ça doit être quelque chose. Ouais. Ben oui. Et puis en passant, la gang de fétichistes de chatouilleurs, là, James O'Brien Media, là, même si le gourou de tout ça, il est mort, ça existe encore. Hein, il y a de la relève. L'autre fois, je suis allé refouiller. Ils ont repris la page Facebook. Puis tu vas sur YouTube, il y a encore plein de vidéos de jeunes hommes habillés avec des kits de lutteurs, tu sais, les genres de kits, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui se chatouillent. Là. Fait que même si le bonhomme est mort, ça continue. Ben, c'est drôle parce que moi, dans la vie, je suis un fan de lutte. Là. J'ai écrit sur la lutte pendant longtemps sur Balcourbe. Puis, à un moment donné, j'écoutais un podcast qui parlait des jobbers. Un jobber à la lutte, c'est le gars en bobette qui n'est pas en forme et qui va perdre. Genre. Okay, essentiellement, c'est ça. Puis, tu sais, il porte un masque, là, puis il n'y a même pas de nom. Là, puis son entrée dans la skip. Ouais. Puis, à travers ça, l'animateur expliquait qu'il faisait des recherches sur les jobbers, puis genre, où est-ce qu'ils sortent, puis comment est-ce que tu te fais engager pour cette job-là, puis tout. Puis, justement, s'il vient jobber. À la lutte, jobber, ça veut dire perdre. Tu viens faire la job pour l'autre. Puis, il a découvert justement qu'il y a une communauté de fétichistes de jobbers parce que c'est des hommes qui se font dominer pendant 3 minutes. Fait que, genre, quand j'ai fait ça, je fais, ben oui, c'est bien logique qu'il y a du monde que ça pèse les bons boutons pour eux autres. Là. Puis, je l'aurais jamais cru. Mais je tiens à dire à travers tout ça, là, je veux pas que personne pense qu'on shame quiconque qui a ces goûts-là. C'est plus le monde qui font semblant, comme justement comme la personne qui s'adressait à Gabriel, je me rappelle parce que tu as montré sur Instagram, genre, aller reporter ce compte-là. Puis il me semble que la photo, c'était une fille qui faisait l'haltérophilisme en plus. Fait que, en tout cas, très beau choix, ça crée une image. Maintenant que j'ai l'histoire complète. Mais c'est ça, là, c'est ceux qui sont honnêtes là, avec leur désir, là, tant mieux. Là. Laissez vos voiles se remplir avec le vent que vous voulez. Là, mais tout est dans le consentement. Tout est dans le consentement. Je me souviens, il y a une couple d'années, je suis tombé sur un forum de propriétaires de genre de sex dolls, là, une espèce de poupées là, comme sexuelles, mais qui sortent avec, puis tout. Là. Des real dolls, je veux dire. Comment? Les real dolls, qui sont vraiment réalistes. Les real dolls, dolls, t'as raison, exact. Oui. Puis, je vais sur le forum, puis les hommes partagent des photos de... Ils sont pas sexuels tout le temps, là. Genre c'est elle qui est sur le divan, qui est là, puis voici ma blonde qui est sur le divan, puis d'autres partagent comment elle va aujourd'hui, puis tout. Puis je me souviens, à ce moment-là, mais il dit « Hey, c'est moi le problème dans ce réseau. J'ai pas d'affaires ces pages-là. C'est du monde ici qui ont du fun à partager leur vie, puis partager comment est-ce qu'eux vivent ça. C'est pas genre... Moi, c'est moi qui n'ai pas rapport à ce moment dans ma recherche à tomber là-dessus. Là. J'ai juste tombé là-dessus parce que je suis tombé sur un trou noir de monde fétichiste c'est quoi genre des sables mouvants.
Puis, puis je sais pas comment ça, je suis tombé là-dedans après parce que je suis un autre trou noir d'Internet. Puis, Fait que là, c'est ça. Tout cet épisode-là, dans le fond, c'est une grosse audition pour Pierre-Luc pour qu'il puisse travailler pour vous autres, les gars. Ouais. C'est ça. Ça commence bien. Pierre-Luc Exact, est un canon qui demande à être visé vers Exact. la bonne cible. Oui, Il faut qu'il tire constamment. Il faut Là-dessus, l'utiliser comme il faut. absolument, à bon escient. On a reçu quelques questions et suggestions de gens qui veulent vous entendre parler sur des sujets. On va avoir des réponses pour vous, messieurs. Alors, je vais commencer avec ça. Il y a Pat La Rochelle qui se demande, avec vos recherches sur la technologie de l'ère numérique, y a-t-il un cas que vous avez observé, mettons, qui vous inquiète vers le futur? Y a-t-il une nouvelle technologie ou quelque chose que vous avez vu popper que c'est comme ah, ça, c'est juste appelé à grandir et devenir plus néfaste? Vous voyez déjà les futurs crosses qui vont exister avec une nouvelle technologie, là? La 5G, non. Non, mais vas-y, Seb. Moi, j'ai une petite idée aussi de mon bord. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'inquiète, mais c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Là, mais vas-y donc. Qui m'inquiète, écoute. C'est sûr que le tracking, le bio-tracking ou des choses comme ça, là, qu'on peut s'intégrer des puces puis avoir du suivi sur nous, je trouve qu'il y a du bon et du pas bon. De donner son ADN aussi dans des entreprises d'ADN. On dirait que j'ai le goût de le faire, mais j'ai peur que ça pourrait être utilisé contre moi. Puis actuellement, il y a beaucoup de développement au niveau de la physique quantique là, qui est de plus en plus, il s'approche à même se déplacer dans le temps, là, selon même des physiciens, des choses comme ça. Ça, si on arrive à le faire pour vrai, quelles conséquences que ça peut avoir? Imaginons, on a de la misère à baliser l'intelligence artificielle. Imaginez ce type de technologie-là. On est sûrement bien, bien loin là, avant qu'on puisse faire ça, mais quand même, moi, j'ai quand même une certaine inquiétude par rapport à la physique quantique, même si je la comprends de loin, puis ça m'impressionne technologiquement, mais ça me fait un peu peur. Mais là, John Titor, c'était-tu vrai ou c'était pas vrai? Je suis même pas capable de dire que c'est faux. Fait que C'est vrai? Il a ramené des éléments. Le truc qui me fait beaucoup douter, c'est qu'il a ramené un bug de Unix. Là, je ne l'ai plus par cœur, mais avant qu'il soit découvert. Puis c'est cohérent avec sa théorie qu'il aurait voyagé dans le passé pour revenir chercher un vieil ordinateur IBM qui avait ce système d'exploitation-là pour régler le problème dans le futur. Mais ce problème-là a été réglé, mais ça a été réglé autour de 2010, puis lui, c'est autour de 2000. Je ne me mélange pas autour des dates, là, mais bref, on dirait que cette théorie-là, ça me rend perplexe, en fait. Qui a soulevé ça à une époque avant que le bug existe. Je comprends. Un aspect que j'avais, moi, qui m'inquiète un peu, je dirais, surtout que là, en ce moment, on est en confinement, donc on dirait que c'est encore plus difficile, sans avoir trop de contact social, mais on a fait une interview dans la série télé, justement, que vous pouvez trouver sur le site web que tu as nommé tantôt, Yannick, mais avec un Japonais qui a marié un hologramme. Donc, lui, il a marié c'est une chanteuse, en fait, au Japon virtuelle, comme il y en a plusieurs quand même. Puis celle-là, elle est hyper connue, elle a des millions de fans, elle donne des concerts virtuels aussi. Puis lui, en fait, il a acheté comme une cloche en verre, puis le personnage apparaît en hologramme. Puis il nous l'a présenté. On a fait une interview avec lui, Skype, tout ça. Puis il nous l'a présenté. Puis lui est profondément amoureux de cette femme-là. Puis d'un côté, en fait, tu as cette population-là, tu as ces gens-là qui s'isolent vraiment, qui n'ont plus tellement de contacts sociaux, puis qui ont de la difficulté avec leur famille aussi en lien avec les choix qu'ils font. Puis de l'autre côté, tu as l'entreprise qui fabrique ces espèces d'hologrammes-là qui cash-in sur ces habitudes-là qui sont un peu asociales ou du moins un petit peu, comment dire, c'est assez inattendu, là. Puis, donc, en fait, on dirait que c'est un côté qui m'inquiète, je dirais plus au niveau social que sécurité, à savoir où est-ce qu'on s'en va, en fait, si on est rendu au stade où
on marie des hologrammes ou on amène justement nos copains, copines virtuels en date au restaurant, tout ça, parce que c'est quelque chose qui est accepté aussi au Japon. Ça se voit des gens qui vont amener leur copine virtuelle sur leur téléphone, ils vont réserver 2 places au restaurant, puis bon, ils vont s'installer, tout ça. On dirait que c'est une tendance, ça, qui me fait peur, je dirais, notamment en lien avec même le développement du cerveau humain, de savoir qu'on s'enligne vers ça. C'est sûr, c'est une minorité de gens. La plupart des gens ne vont pas vers ça. Puis je peux comprendre que ça peut briser la solitude aussi. Il y a des personnes seules qui seraient sans doute complètement seules si ce n'était pas qu'ils étaient avec cet hologramme-là. Mais nous, en fait, on s'est rendu compte même que c'est assez low-tech. Hein? Il peut difficilement avoir une conversation avec cet outil-là. C'est quand même assez basic, c'est quand même une technologie, même si au Japon, tout est un peu plus avancé qu'ici, c'est quand même un peu rudimentaire comme technologie. Donc, ça se limite pas mal à qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, veux-tu me chanter une chanson? Tu sais? Donc, si un adulte de 40-50 ans se conforte dans une relation comme ça, il y a quelque chose d'inquiétant, je pense. Mais en même temps, je pense que moi, ce qui m'inquiète quand tu me contes cette histoire-là, c'est que tu parles d'une compagnie qui appuie sur les faiblesses des gens, puis ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde a ses propres faiblesses, tu sais, comme, mettons, il y a des gens qui aiment surconsommer des choses, acheter des robes, mettons, genre quand ils sont stressés, il y a du monde qui aime ça, boire de la bière, il y a du monde qui aime ça, de l'affaire, puis à cette heure, avec ton téléphone, tu peux savoir si quelqu'un est stressé, probablement que c'est facile de voir qu'est-ce qu'il Google, qu'est-ce qu'il va voir, tout ça, c'est son pattern de stress, puis quelqu'un qui est alcoolique, par exemple, qui est stressé, là, c'est le temps d'envoyer des pubs de bière. Là il va vraiment comme, ça va pouvoir le stimuler comme ça. Fait que ce genre de logique-là, même si c'est un cas extrême de quelqu'un qui a une poupée au Japon, même pas une poupée, mais on peut tous être victime de ça assez rapidement. Là, puis on peut assez facilement se faire catficher, se faire abuser comme ça aussi là, par notre propre cerveau qui nous envoie nos propres endorphines sans arrêt. Ouais. Ah non, c'est clair. On dirait aussi qu'avec ça, c'est comme à double tranchant. Parce qu'un peu comme tu disais, Émile, ceux qui sont isolés, ceux qui ont vraiment, mettons, pas de famille, pas d'amis, pas de réseau, ou qui ont une timidité maladive ou qui ont un traumatisme ou je ne sais trop, ben ça leur permet justement de briser l'isolement. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que ça peut devenir un cercle vicieux aussi. Tu vas-tu aller te forcer à aller rencontrer du nouveau monde si tu as ton hologramme qui te satisfait puis qui te convient comme contact humain? Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, c'est comme une genre à quel point que ce gars-là, il est juste pas gagné de l'art-thérapie. Comme à un moment donné, il est prêt à dire à sa famille qu'il y a une blonde holographique au lieu d'aller en thérapie. Là. Aller en thérapie, ça va faire du bien à tout le monde. Il l'a dit, mais il expliquait qu'au Japon aussi, il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes, dans le sens qu'il y a une pénurie de femmes pour combler, vous comprenez ce que je veux dire, là, pour les équilibrer couples, la population. pour équilibrer, oui, c'est ça. Fait que ça aide pas, ça accentue un peu ce besoin-là. Puis lui, il nous expliquait que c'était quelqu'un quand même, justement, qui avait été boulié quand il était jeune, il avait été intimidé et tout ça. Puis c'est vrai, Gabriel, ce que tu dis, parce que des relations humaines, c'est jamais parfait. Hein? Même avec nos amis, il y a des hauts, des bas et tout ça. Toutes nos relations, point, c'est jamais égal. Puis avec un robot, peu importe l'interface, c'est vrai que c'est toujours égal, puis tu le contrôles. Si tu ne veux pas l'entendre, tu le fermes. Une relation humaine, mais ça ne marche pas comme ça. Puis je suis sûr qu'au fil du temps, tu perds tes skills sociaux, tes habiletés sociales. Tu dois les perdre. C'est vrai que c'est malsain. Ça a semi-rapport, vous allez comprendre. Moi, j'ai un de mes amis qui a fait le tour du monde quand il y a comme genre 10 ans. C'est un ami actuel dans le temps quand je travaillais là-dedans. Puis il a juste lâché sa job pendant 1 an de temps. Il était tout le temps sur la route. Puis quand il est revenu, il était super égoïste parce qu'il a passé 1 an à faire ce qu'il voulait tout le temps. Genre tout le temps, là, genre... Tu sais, même, des fois, en ce moment, on est confiné chez soi. Lui, il décidait s'il se levait à Barcelone le matin ou s'il se levait en Afrique quasiment. Là. Fait que je ne peux pas croire qu'une personne va être... j'ai pas misère à croire que quelqu'un qui vit avec un hologramme va, elle, décider comment est-ce que l'autre se sent sans arrêt puis comment tu vas me faire sentir. Puis à travers ça aussi, il y a des risques de hacking. Ça a l'air aussi niaiseux que ça, mais si ton hologramme se fait hacker, ben là, tu risques vraiment d'être dans la merde. Puis sur Vice, hier ou à matin, il y avait un article de quelqu'un qui son genre de culotte de chasteté était hacké. Là. Des fois, le Wi-Fi, il permet de faire ça. Oui. Pardon, attends, non, excuse-moi. On va juste revenir à des culottes de chasteté intelligentes. Oui.
Je l'ai entendu parler. J'ai besoin qu'on m'explique. Qu'est-ce que c'est? La technodomination, Gabriel, en fait, il y a des réseaux sociaux qui existent où tu peux trouver un dominé, un dominateur, tout ça. Puis, il y en a dont le fétiche de domination, c'est une domination qui passe par justement le contrôle des applications. Puis même, quand je dis applications, ça peut venir aux applications de ton compte de banque, par exemple. Donc, il y a des ceintures de chasteté, comme Pierre-Luc le dit, qui sont connectées à tout ce système-là. Puis, en fait, culotte, là. On parle vraiment d'une culotte que t'enfiles le matin. On peut même parler d'un truc qui se coince l'organe masculin. Là, t'empêche de bander essentiellement. Oui, ça peut aller aussi loin que ça. Puis, ça fait partie du fétiche. C'est une nouvelle forme puis on a fait un épisode là-dessus aussi de la série télé, mais c'est une nouvelle forme de domination sexuelle, de soumission qui passe par justement je peux te dire, mettons, si moi je suis ton dominateur, Gabriel, je peux te dire, hey, va courir 10 km, puis là, je te suis avec ton téléphone sur Google Maps, même si on n'est pas dans la même ville. Jusqu'à là, tu es un coach, Émile. Jusqu'à là, coach. Non, merci. Merci, mais Pierre Bergaminé est rendu en chef par le style. C'est ça. Mais par contre, si tu le fais pas, ben moi, je peux aller chercher 300$ dans ton compte de banque, par exemple. Ou je peux poster une photo humiliante de toi sur Twitter ou quelque chose comme ça. Là, ça, c'est quelque chose qui existe. Puis c'est de même, on a eu la chance, puis ça, c'est quelque chose qui. L'aspect domination, c'est pas forcément inquiétant, mais l'arrivée à un jeune âge de toutes ces tendances-là peut l'être. On a parlé à un sexologue avec Seb justement pour notre série télé, puis lui, il nous disait que, étant donné toutes les tendances qui arrivent un peu comme ça au niveau de la technologie et tout ça, lui, il reçoit il nous disait en fait qu'il pourrait consacrer tout son temps à la prévention de jeunes prédateurs de genre 10 ans. Parce qu'il dit que lui, les jeunes qu'il rencontre au primaire, début secondaire, il y en a qui déjà vers 9-10 ans ont des comportements de prédateurs. Ils ont des comportements de chantage avec des jeunes filles, des jeunes garçons dans leur classe. Il doit, la notion de consentement, l'accès à la pornographie vraiment tôt. Les gars qui viennent genre d'autres camarades de classe dans l'embarras au Club Pingouin. Là. Genre, là, tu sais. Mais ça, c'est très inquiétant, en fait, de savoir qu'il y a des jeunes qui, si tôt, ont des comportements de prédateurs, puis qui vont commencer déjà à faire des formes de chantage sexuel avec d'autres élèves à l'école. Oh mon Dieu. Moi, ça me terrorise que mes enfants utilisent éventuellement un ordi, un téléphone intelligent, une application, n'importe quoi, là, ça me terrorise au plus haut point. Tu peux être sûr que je vais être à côté d'eux en permanence, puis que je vais lire tout ce qu'ils font, puis parce que justement, c'est hallucinant, là, ça m'angoisse juste d'en parler en ce moment. Oui, tu as raison, mais il faut les éduquer. Tu ne pourras pas toujours être assis à côté d'eux, je te le confirme, mais déjà en les éduquant et tout ça, puis juste en leur parlant, puis en les faisant parler, souvent ils vont te le dire. Puis moi, ma fille, elle a presque 11 ans, puis je commence, puis j'aime mieux la jeter dans la gueule du loup, mais en même temps l'éduquer. Puis j'ai dit s'il y a des choses que si quelqu'un t'approche et te parle de ça, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont leur propre plateforme. Hein. Il y a un genre de nouveau chat roulette là, qui existe, là, qui s'appelle Home quelque chose. Puis tous les jeunes vont là-dessus, ils en parlent sur TikTok. Puis ma fille, elle jase avec des inconnus. Puis au début, là, j'étais là, t'es-tu sérieuse? Mais finalement, là, je la surveillais. Puis là, j'ai essayé de l'encadrer. Je pense qu'il faut aussi leur donner des outils. Parce qu'ils vont grandir avec ça, ça ne partira pas. Mais c'est vrai, c'est tellement inquiétant. Moi, j'ai encore un flip phone et c'est ça que mes enfants vont avoir. Voilà, débrouillez-vous avec ça, les gars. C'est fou parce que, mettons, moi, j'ai la chance d'avoir grandi en tant que jeune nerd sur Internet qui passait plein de temps sur des fan sites de lutte, puis genre downloader le flic de Beverly Hills en version midi, dans le temps, là, genre des shit de même. C'était comme. Il y avait une partie d'Internet qui était déjà toxique. Il y avait déjà à l'époque, mettons, des forums pro-anorexiques, des choses de même. Mais je me souviens que pour moi, si je voulais trouver de la boîte, il fallait que je la cherche.
Je pouvais aller, mettons, sur shownomercy.com où est-ce qu'il y avait des choses super dégueulasses, des vidéos de la guerre, puis des photos de soldats qui sont fait éclater, tout à fait la même. Mais si on cherchait pour des conspirations, par exemple, il fallait que je cherche, puis là, je tombais sur des choses d'extraterrestres, puis des choses comme ça. Mais là, à cette heure, avec l'algorithme Facebook, même nos parents, puis nos enfants, puis les gens qui ne sont pas éduqués à avoir un esprit critique sur Internet, à vraiment comprendre l'ampleur des outils, puis les algorithmes, tout ça, bien, eux autres peuvent vraiment tomber dans des... Tu sais, c'est arrivé des fois de voir des amis qui share des news de The Onion en croyant que c'est vrai, là. Oui. Il ne faut pas juste parler à nos enfants, il faut parler à nos parents aussi. Ouais, C'est nous autres le pauvre mais- à garder tout ça. Mais moi, je me connais, le mois de 98, là, QAnon, là, je serais probablement tombé là-dedans. Genre, je pense des bonnes chances là, que j'aurais été là-dedans. Là. Ça aurait été un discours parfait pour un petit gars comme moi. Là. Ouais. Il y avait moins d'outils à l'époque. C'était plus, comme tu dis, c'était plus difficile. Google n'était pas là non plus. Fait que l'information était vraiment plus décentralisée. Il n'y avait pas beaucoup de chats communs à MIRC. C'était quand même un peu technique. Si tu n'es pas jeune, tu ne vas pas trop t'aventurer là-dessus. Donc, c'est vrai que ça protégeait. Hey, mais juste pour revenir à ton déveil, ta culotte de chasteté hackée, là, cette bidule-là, c'était fou parce qu'il y a un GPS dedans. Puis il y avait un trou de sécurité. Puis il y a un hacker qui avait exposé la position de tous les propriétaires sur le web dans le monde. Fait que là, puis là, au début, la compagnie ne voulait pas régler le bug. Fait que là, à un moment donné, ils ont fini par régler dans l'API. L'API, c'est une genre de boîte noire où tu peux développer des applications. Puis c'est quand même une problématique. C'est quand même problématique. Le fait que ça a un GPS, ça veut dire que probablement il y a un genre de Wi-Fi. Ce qui est bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas dû dire aux gens pour updater le firmware de ta culotte de chasteté, il faut que tu ailles la brancher dans l'ordinateur. Ils pouvaient comme continuer à se promener dans la vie puis attendre que ça s'upgrade. Au moins, il y a ça. Vraiment que l'acheteur est sur la boîte et regarde GPS, gros pénis sexy. Hey, c'est pour moi ça. C'est excellent, ça. Très bon, très bon. Ouais, c'est une longue réponse pour la question de Pat, finalement. Ben oui, mais regarde, il en regorge des affaires épeurantes maintenant. Il y en a plein. Moi, c'est sûr que nos téléphones nous écoutent. C'est un fait, là, je pense qu'ils nous écoutent tous. Fait qu'ils nous entendent fourrer. Là. Fait qu'ils savent, genre, probablement que si t'es en date ou t'es pas en date ou si t'es en couple, si t'es pas en couple, comment ton couple y va, dépendamment de quelle vitesse ou quelle fréquence vous fourrez. Là. Quand tu passes à ça un instant, c'est vraiment intense. Là. Oui, moi j'imagine que nos téléphones sont des éponges, mais ils peuvent pas faire la différence encore entre toutes les données qu'ils entendent. Puis un moment donné, il va avoir probablement un genre de cerveau d'algorithme qui va comprendre plus les relations ou ils vont comprendre des types de personnalités. Fait que là, ils vont comprendre, ça c'est deux types de personnalités, puis ils vont être capables de faire un genre d'image de c'est quoi la relation qui est en ce moment, puis ils vont pouvoir comme dans le meilleur des cas, ils pourraient te conseiller, là. Ça serait la version idéaliste d'affaires. Ça va plus être se faire vendre des choses par conséquent de tout ça. Là. Mais oui, non, ça c'est. Regarde, il y a plein d'affaires à avoir peur en ce moment. Plein d'affaires. C'est pas juste la nature qui sort des nouveaux virus qui peuvent nous tuer. Là. C'est ça. Ben non. Les machines, là. Voulez-vous me partir ces deepfakes? Colin, ça, c'était peurant. Je sais même pas c'est quoi un deepfake. C'est une falsification d'images qui bouge, puis que tu peux mapper la face de quelqu'un sur une autre personne, puis Il y a ça dans la porn beaucoup. Oui, ben oui, j'ai tenté de devenir Keanu Reeves dans notre série télé avec le deepfake. Là-dessus, il y a quelque chose qui... pour le Keanu Reeves de Seb, ça a quand même bien marché, mais Seb n'ayant pas tout à fait le physique de Keanu Reeves, il y a quand même... la face fonctionnait, mais il y a certaines autres parties du corps qui fonctionnaient moins. Mais l'expérience a quand même été concluante puis agréable. Mais ce qui me rassure là-dedans, dans le deepfake, c'est qu'en ce moment, c'est extrêmement facile de mettre la face de quelqu'un sur une pièce de vidéo existante. Mettons, il y a des applications qui vont le faire... pour toi, mais sauf que l'application, tout ce qu'elle a, c'est une banque de scènes, de films connus, puis ils vont mettre ta face. T'sais. Fait que ça, c'est une chose. Par contre, le fait de reproduire une réalité vraiment complète à partir de quelque chose, par exemple, que tu as filmé toi-même, ça, c'est compliqué. Ouais. Donc, l'aspect comme nous, la deepfake qu'on a fait avec Seb en Keanu Reeves, a quand même été assez compliqué. On parle de presque une journée de tournage, on parle de 48 heures d'un ordinateur qui fait des rendus sans arrêt, qui ne fait que ça.
On a trouvé un gars sur Reddit qui nous en a fait une pour pas cher. Donc, tu sais, mais c'est quand même, ça nécessite une certaine, comment dire... Expertise. Oui, expertise, puis un apprentissage au niveau parce que c'est un peu le deepfake, c'est justement pour deep learning, c'est-à-dire que l'ordinateur apprend, par exemple, si tu lui donnes 1000 photos de Keanu Reeves, ben, elle va apprendre comment Keanu, quand il tourne sa tête, comment ses lèvres, ses yeux réagissent, puis elle va toujours s'améliorer. Donc, le premier rendu qu'elle va faire, ça va être qualité 1, le deuxième, une meilleure qualité, tout ça. Puis, tranquillement, ben, l'ordinateur va apprendre comment Keanu Reeves bouge, puis comment Seb bouge, puis ils vont les matcher ensemble. Donc, cette forme-là de deepfake, là, de recréer des scènes à partir de rien, ben, au moins, ça, c'est encore un peu compliqué, là. Mais effectivement, le fait de changer ton visage pour Leonardo DiCaprio dans Titanic, ça se fait en un claquement de doigts en ce moment, puis ça, c'est plus inquiétant, là, tu sais. Oui, en plus, c'est ça, c'est Surface App, on a fait la même qui le fait super bien. Là, exact, des vidéos, genre, je me souviens, j'en envoyé à Fred Saint-Gelais de Fred, de nos amis, de sa face sur Marty McFly, puis pour de vrai, on dirait que c'était lui qui était dans le tournage. C'est impressionnant. Là. Non, c'est clair. Puis c'est une bonne chose que les gens soient plus au courant aussi là, pour éviter, peut-être dans le futur, justement, avoir un certain doute. Là. Parce qu'actuellement, c'est quasiment je suis quasiment surpris que les conspirationnistes n'ont pas utilisé de deepfake pour faire accroire des choses, c'est créer un QAnon ou je ne sais pas. Un vrai Q, oui, exact. Mais en même temps, quand tu as la technologie, j'imagine que ça peut quand même se déconstruire assez facilement. Tu sais, si tu as le lien de ça, mais tu es capable de faire non, c'est pas vrai, regardez, avec votre magie de l'informatique, là, comme vous avez tout le temps. Oui, des spécialistes sont sûrement capables. Ils sont capables avec l'image. C'est ça, on avait rencontré un spécialiste justement pour regarder, voir des fausses, le vrai du faux. Oui, il y a tout le temps des petits glitches, il y a des pixels, il y a des éléments qui sont capables. Mais au fil du temps, par exemple, je sais que ça s'amoindrit, ça, dans le sens que ça... Et aussi, je pense que quand on voit quelque chose, c'est dur de le dévoir. Dans le sens que si tu vois, mettons, le discours, mettons, de je sais pas quelle célébrité qui dit une affaire incroyable, qui tue quelqu'un, whatever, ben même si après on prouve que la vidéo est fausse, tu l'as pareil quand vu. même. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Ah oui. Puis aussi, des fois, ben, lorsque les médias ils font des hey, on s'est trompé, finalement, c'était pas vrai, ils le font en parenthèse dans le coin d'une affaire. Fait que c'est aussi moins propice à revenir à la bonne nouvelle. Je vais y aller avec un sujet, une question de Sébastien Giguère qui, lui, il demande est-ce qu'il y a un film ou une émission qui est en lien avec l'ère numérique que vous aimez particulièrement? Genre, ça peut être un documentaire ou ça peut être quelque chose justement de fiction qui dépeint bien les affaires dont vous aimez parler dans Distorsion. Je peux y aller, Emile? Bon, vas-y. Moi, c'est le film The Searching, en fait. The Searching. Oui. Avec John Cho? Oui, exact. Oui. Parce que tout est filmé d'un point de vue informatique. Là. C'est toujours soit l'ordinateur, une caméra, un téléphone. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que tu vois l'évolution technologique dans le temps, là, quand ils ont un premier ordinateur, ils utilisaient genre Hotmail, puis tu vois au fil du temps, quand ils repassent toute dans la chronologie avec sa fille, ça, j'ai adoré ce film-là. C'est un excellent film aussi, c'est un bon suspense, mais toute l'utilisation de la technologie, puis comment ça a été filmé, puis ça me fait sentir aussi... Pour raconter, c'est un père de famille qui découvre que sa jeune fille est disparue. Fait que là, il décide d'essayer de la retrouver lui-même. Puis, vu que c'est toujours filmé du point de vue de l'écran, tu vois le père, justement, commencer à essayer de rentrer, mettons, dans les emails de sa fille, dans des apps de messages, ses recherches auparavant. Puis, en même temps, mettons qu'il découvre qu'un camarade de classe a peut-être quelque chose à y avoir. Soudainement, tu vois YouTube, puis tu vois un camarade de classe qui filme le père en train d'aller quasiment s'ostiner ou se battre avec l'autre kid à l'école pour avoir des réponses. Tu sais, tout est filmé selon l'œil électronique. Je l'ai vu à Fantasia il y a 2 ans, je crois, puis c'était vraiment bon. C'était vraiment bien. Moi, c'est bizarre parce que je pense qu'on était là aussi à Fantasia il y a 2 ans. Mais oui, vas-y, Pierre-Luc. Je veux juste dire que c'est Harold et Kumar qui fait le père. À cause de ça, j'ai de la misère à embarquer dans cette histoire-là. Non, c'est pire parce que tu vas être encore plus de son bord parce que tu l'aimes. Premièrement, il y a comme juste 2 rides d'en face depuis qu'il est dans ces films-là. Il est quasiment identique, mais tu l'aimes
déjà tellement que là, de le voir dealer avec sa fille qui est disparue, c'est comme ouais, je veux que tu la retrouves, Montadine. Exact. Tu développes de l'empathie. Fait que Mhm. ça, c'est un de mes films que j'aime bien au niveau numérique. Ouais, bon choix, Seb. Mhm. Toi, Émile? Ah, ben, j'abonde dans ton choix. Ben, il y en a plein d'autres. Hein. Black Mirror, évidemment, est une bonne série qui, tu sais, qui est un peu plus utopique, je dirais. Mais Searching, je trouve que c'est un très bon exemple. En plus, ça montre un peu, moi, je trouve ça rafraîchissant de voir un peu que les captures d'écran des choses que nous, on voit au quotidien peuvent être un peu élevées au rang de cinéma maintenant. Tu sais que moi, j'ai trouvé ça franchement rafraîchissant au niveau réalisation, ce film-là aussi, en plus. Non, vraiment. Vous autres, est-ce qu'il y a des films de technologie qui vous font peur, Gabriel et Pierre-Luc? Moi, il y en a un que j'ai vu. Ah là, évidemment, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Le gars, il y a un robot. Et voilà. Robocop. Mais encore, Non. qu'est-ce qui se passe? Star Le gars Wars? qui a joué dans Star Wars. Non, ça a le nom d'une compagnie de Robert Lepage. Ah oui, ça, Ex Hein? Machina, Hein? Deus Ex Machina. Ex c'est Machina. Ah oui, c'est super bon, Ouais. ça. Ex Oui, c'est Machina. vraiment Moi, bon. ça m'a angoissé Oui, au c'est vrai. plus haut point. J'ai trouvé ça vraiment excellent comme film, mais absolument terrifiant en même temps parce que tu penches du bord de l'humain puis du bord du robot. Ouais. Puis là, tu sais jamais qui a raison en bout de ligne, qui quoi, puis la fin m'a scié les deux jambes. Fait que je dirais Ex Machina. Ouais, Absolument, je trouve que c'est des meilleures choses en science-fiction qui a été faite dans les dernières années. Au niveau documentaire, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Connected qui parle de comment tout est connecté ensemble, mais pas nécessairement numérique. Comme dans Claude Atlas, tu veux dire. Oui, Yannick, oui, il était temps que tu dises Claude Atlas. Puis, comme par exemple, mettons un épisode qui parle de comment est-ce que les grains du Sahara se ramassent au Brésil, des choses comme ça, puis à quel point que dans leur voyage, ben, ils empêchent les tsunamis de se créer sur l'océan en passant. Puis, c'est pas intéressant de voir comment est-ce qu'une chose passe d'une place puis elle touche une autre chose. Et évidemment, il y a un épisode par rapport aux technologies, notamment sur comment ça en français, le facial recognition. La Reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale. C'est traduit Google. Puis, mais c'est pas intéressant de voir comment est-ce que certaines compagnies utilisent des images que nous, on poste sur Instagram pour vraiment avoir une variété aussi d'humains. Fait qu'à chaque fois qu'on poste sur Instagram, il y en a des fois qui vont s'en servir parce que légalement, on cède une partie de nos droits quand on fait ça aussi là-dessus. Fait qu'ils ont super le droit de faire ça autre avec. Puis là, eux, ça devient Facebook, ça devient vraiment un livre de face pour eux autres aussi. Fait que c'est vraiment bizarre. Puis après, tu es comme ah ouais, mais j'arrêterai pas pareil, mais je devrais pas. Non, exact. Mais tu sais, tu parles de ça, mais tu sais, là, les captchas, des fois, quand il faut que tu t'identifies, il faut que tu identifies, coche tous les bateaux, là, tu sais, pour être sûr que tu ne sois pas un robot. Mais ça me stresse tellement. Je suis la seule. Google utilise. Ouais, non, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est juste ça me stresse tout le temps. Je suis comme, oh mon Dieu, d'un coup que j'en manque un. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par bateau, tu sais? Moi, je suis comme, ceux qui sont dans le coin, ils touchent un petit peu à l'autre case, mais je sais pas si compte. Mais ça, Google l'utilise comme pour améliorer son algorithme parce que si quelqu'un nomme les choses comme il faut, ben, il utilise aussi, c'est pas juste pour s'assurer que tu n'es pas un robot, mais aussi ça permet de nourrir la banque d'intelligence artificielle de reconnaissance d'objets. Ça se peut-tu aussi que les vieux CAPTCHA, là, que tu voyais deux mots pour que tu t'écrives, ça fait-tu partie du projet genre Gutenberg, là, de comme Google, de pouvoir tout scanner? Fait que là, les mots qu'ils n'arrivaient pas à scanner, ils faisaient écrire aux humains. Puis là, si tous les humains, mettons, qui sont des humains, écrivent que c'est le mot, mettons, attendrissement, bien là, oh, c'était le mot attendrissement de bord. Fait qu'on n'a pas réussi à le lire comme il faut avec nos ordinateurs. On a demandé aux usagers c'est quoi. Ah, je ne savais pas, ça se peut, mais je ne suis même pas au courant du tout de ça. C'est ce que j'avais lu parce que j'ai perdu trop de temps sur Internet, voyez-vous, les amis. C'est une autre question, Yannick? Oui, je vais en chercher une. Aussi, d'ailleurs, j'aimerais ça recommander une télésérie qui a juste 8 épisodes qui s'appelle Devs, qui est par le même créateur que Ex Machina, mais qui parle d'ordinateurs quantiques et d'utiliser ça pour prédire l'avenir. Et essentiellement, c'est en fait une des actrices de Ex Machina qui joue une fille qui travaille dans une compagnie qui développe cette technologie-là et son chum meurt mystérieusement. Alors, elle recherche des réponses à ce sujet-là. Puis là, ça parle aussi beaucoup de cette technologie-là parce que si un ordinateur peut entièrement
deviner ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ben, a-t-on une volonté de vivre ou c'est tout contrôlé, des affaires comme ça. Bref, c'est vraiment angoissant, mais la musique est comme vraiment relaxante en même temps dans la série. Fait que tu es tout le temps comme entre les deux. C'est comme ça. Je ne sais plus si j'existe pour de vrai, mais au moins, j'ai l'impression d'être dans un bain chaud. C'est vraiment une vibe particulière. Pat Larochelle aussi nous avait demandé, après les podcasts, les livres, les émissions de télé, les conneries à la radio, quel est votre prochain objectif, messieurs? Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir un escape room de distorsion? J'irais. Il va peut-être avoir une palette de maquillage avant de oui. distorsion. On ne sait jamais. Pour vrai, ben non, mais tu sais, nous, on ne prétend pas non plus avoir tous les talents. Là. En fait, on fait des projets. On trouve que c'est un beau terrain de jeu, distorsion. Puis, tu sais, on a de l'intérêt autant. On aime ça lire des livres aussi, tout ça. Donc, on sent qu'il y a une certaine cohérence. Je dirais que là où on va s'arrêter, c'est quand on va sentir qu'on fait juste redire les mêmes choses. Donc, tu sais, pour nous, on voulait bien faire une série télé, on voulait bien faire un livre, mais on voulait que ça soit complémentaire aux autres projets qu'on fait. Donc, c'est pour ça que la série télé, ben, on ne vous raconte pas les mêmes histoires qu'on a racontées dans le podcast. Donc, on va vraiment à la rencontre de gens. On a voulu faire ça un petit peu plus documentaire. C'est plus Québec aussi parce que, bien évidemment, on tourne ici. Donc, tu sais, je ne sais pas à quel point on va faire 1 million de choses dans notre vie, mais tu sais, c'est sûr qu'on a plein d'intérêts. Puis oui, en fait, la réponse est oui. Il y a d'autres choses qui s'en viennent à part la télé, le livre, le podcast. Donc, il y a d'autres choses qui risquent d'arriver au courant des hologrammes. Ou peut-être un petit peu plus tard, peut-être des hologrammes, peut-être une palette de maquillage, on ne sait pas, comme tu dis. ou c'est qu'est-ce que tu avais proposé, Yannick, déjà? Ben, un escape room. Escape room, oui, c'est ça. Je pense que ça serait facile aussi de faire des Funko Pop de distorsion. C'est vraiment juste deux. Ben, on est assez facile à convaincre. On aime ça embarquer dans des projets tripants, puis souvent, on ne calculera pas le retour sur l'investissement. C'est-à-dire qu'on va se lancer là-dedans, on va se brûler, puis finalement, on va regretter. Mais non, c'est pas vrai. Mais on va là-dessus, on m'avait déjà suggéré, puis tu sais, c'est une vraie idée, une retraite. Vous savez, une retraite de distorsion. Vous savez, dans un chalet où ben là, c'est en temps de COVID, on va oublier ça, mais tu sais, où vraiment on a une programmation sur 2 jours de, je sais pas, de conférences, d'enregistrement de podcasts, des choses comme ça. Donc, oh mon Dieu! Hey, moi, j'irais. C'est comme des retraites de yoga, mais tu sais, de distorsion. Là, on pourrait aller dans un Puis là, vous nous montrez à 4 fichiers du monde. Puis là, on pourrait. Un concours de catfishing. Oui, c'est ça, c'est un workshop. Oh, ça, je le ferais. Non, mais de la formation en entreprise aussi, ou tu sais, de la formation dans les écoles ou des trucs du genre, là, ça serait tellement intéressant. Ah, ben oui, non, ça, c'est clair. Où est-ce que je signe? Vous le savez, moi, j'ai déjà tout ce que vous faites. Je suis là. Il me manque juste mon T-shirt de Key Lime Pie. Et, ben oui, on va t'en envoyer un. On t'envoie ça quand tu veux, Gabriel, c'est ça. Hey, écoute, non, mais pour vrai, puis tu sais, je vous l'ai écrit en plus là, que je réécoute vos épisodes tout le temps. Vous êtes comme mon go-to. Vous êtes comme mon safe space. Oui, c'est bien. Gabriel, c'était quoi dans le nom du dude? Je me rappelle pas de son nom, mais je pense à ces événements fréquemment. Le gars qui a comme mis 200 000 $ dans une dame sur Internet. C'était quoi son nom? La Cam Girl. La Cam Girl, oui, mais le nom. C'est Grant Amato. Grant Amato. Ça, là, j'y pense souvent. J'y pense parce que la première fois que je l'ai écouté, l'épisode, j'étais à l'épicerie. Puis souvent, quand je suis à l'épicerie, je repense souvent à Grant Amato alors que c'est à mon tour, alors que je vais payer mes affaires. Puis là, je suis comme, il a mis sa famille comme 200 000 $ dans le trou. Je pense même que c'est genre Sébastien qui avait dit... Tu avais parlé de son père un moment donné, comme qu'il devait retourner au travail ou quelque chose de même. Ouais. Vraiment, là, je pense. Genre 2 jobs, genre. Oui, c'est ça, pour sauver la vie financière de son fils. Ben non, puis vous aviez fait l'analogie, là, c'était combien une dépendance au crack versus une dépendance à la Cam Girl, une dépendance aux ceintures Gucci aussi, qui revient on m'en a vraiment moins cher. Si tu ne buvais que de la Veuve Clicquot, dans la vie, ça te reviendrait encore moins cher que la Cam Girl de Grant Amato pendant 2 mois. C'est incroyable. Mais ça, c'est une affaire de domination financière, ça, ou c'est une affaire de... Non, c'était pas, c'était pas de domination financière. Là. Il était juste comme, yes, j'aime ça. Il était dépendant, oui.
Il est en amour avec cette fille qui était hongroise, je crois. Théoriquement, là. Ouais. S'il y a du monde qui écoute ça et qui est dépendant de quelque chose, qui a envie de donner de l'argent, patreon.com/3bières. On a des forfaits pour vous autres. Ça nous aide à vivre dans la vie. Puis en plus, on n'est pas des camgirls encore, mais on a peut-être le prix. Ouais, Gabriel envoie des photos de pied peut-être pour un des photos moment. de pied. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un forfait Patreon qui inclut des photos de pied, au pire de vous trois, hein, de tout le monde? Regarde, moi, s'il y a assez d'argent, je vais acheter une nouvelle chaudière puis je vais écraser des raisins pieds nus dedans. On va vendre la raisin après, Yannick. Ah ouais, c'est... Regarde... Ouais. Comme ça en 4K, là, puis... C'est ça, payer 2 fois pour quelque chose que je vais faire une fois, là. C'est comme ça que tu fais de l'argent en ligne. Hey, messieurs, on est à la fin de notre heure, alors on va terminer maintenant. Mais c'était un réel plaisir de parler avec vous. Vous reviendrez bientôt. Distorsion revient dans nos oreilles, je pense qu'en avril, hein, parce que vous travaillez sur le 2e livre maintenant. Oui, Exactement. exact. Là, oui, actuellement, on est en écriture du tome 2. Puis au mois d'avril, on va avoir terminé. Donc, on va pouvoir démarrer la saison 7. On a déjà pas mal de sujets. On est vraiment en feu, là. C'est des grosses années. 2020 était une grosse année aussi pour les histoires étranges de l'ère numérique. Donc, moi, j'ai une on a demande, beaucoup de rattrapage à faire. Oui. Ouais, je peux-tu avoir une demande spéciale pour votre prochaine saison? Oui. Pas d'affaires de fantômes, OK? Cher David m'a empêché de dormir vraiment longtemps et j'ai pas encore été capable d'écouter celui sur le Slenderman parce que ça me terrorise au plus haut point. Puis, c'est ça, c'était ma demande. Ah, puis ça, puis celui sur les Red Rooms aussi. On n'en fera pas. Je peux pas. Ça a été dur à faire. Il fallait le faire, mais j'avais mal au cœur, une vraie nausée. Mais c'est fou pareil. Gabriel Slenderman, c'est fou parce que j'ai eu à écrire récemment. J'écris pour Adès Jeux vidéo. Fait que dans l'Halloween, Slenderman, c'est un sujet. Tu sais. Ouais. Puis c'est fucked up à quel point que c'est parti d'un genre de meme à une vraie histoire dans la vraie vie. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose là, que j'aurais. C'est comme si le Over Jealous Girlfriend devenait quelque chose, là, ou je sais pas trop, là, ou le Over Boyfriend. Là. Mais non, mais à tellement chaque bizarre, fois, quand je suis rendue au bout de mon distorsion, je leur start du début. Tu sais, Marina Joyce, je le connais par cœur. Là. Mais quand j'arrive au Slenderman, je suis tout le temps, OK, oui, je vais l'écouter cette fois-ci. Je me rends à 12 minutes. Là, puis après, je suis comme... Je suis plus que. Ouais. Quand vous avez fini, on a une page Patreon maintenant, on rentre dans le sujet. Je fais comme oh non, je suis plus prête. T'écoutes juste l'intro finalement. Puis je choke après. Mais c'est vrai que c'est un sujet dur. Tu sais, puis les petites filles, quand j'y repense, ils ont été pris dans une genre de chambre à écho là, tu sais, du Slenderman. Quand on. C'est ça. Il n'y avait pas aussi, genre, dans le temps, comme des challenges, comme le Momo Challenge ou des choses de même, là, comme de suicide toi dans ta caméra, puis tout, qui ont envahi. Puis ça, c'est plate parce que ça vise les jeunes dames ou les jeunes hommes aussi qui sont tellement besoin de se sentir aimés, de sentir qu'ils sont game de faire quelque chose. Puis des rituels de passage pour eux comme ça, c'est tellement une affaire qui demande juste quasiment à accomplir. C'est fucked up, là, c'est vraiment fou. Ah ouais. Mais moi, j'aime ça quand personne meurt. En tout cas, c'est ça de même. Là. Gabriel a vraiment qu'il fasse un épisode sur le Tide Pod Challenge. Là, comme Tide Pod Challenge. Je sais pas si tu peux ne pas mourir, mais voilà, c'est dur qu'il n'y a pas de monde qui meurt. Il faudrait faire des statistiques sur ça. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'épisodes. Non, je le sais. Mais en même temps, tu sais, ouais, c'est ça, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, c'est ça, Alphabet, tes demandes spéciales pour la prochaine saison, c'est pas de fantômes, personne qui meurt, c'est ça? C'est juste ça que je vous demande. OK, c'est bon. Je me demandais justement, peut-être pas nécessairement un preview de votre prochaine saison, mais est-ce que vous voyez comme un nouveau genre d'étrangeté numérique qui a commencé comme à se soulever ou à popper avec la pandémie ou le confinement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez comme monter en relief, là? Bien, il y a quelque chose que ça fait une couple d'années qu'on explore. Puis, tu sais, de plus en plus, je pense que Distorsion va se diriger. Dans notre choix éditorial, je pense que de plus en plus, on va aller vers des sujets vraiment niches. On a parlé de sujets comme le Slenderman, qu'il y a eu des films là-dessus qui sont très, très, très
connus par le monde. Mais je pense que de plus en plus, on va se diriger vers des sujets vraiment plus précis qu'on risque d'être parmi les seuls à couvrir. Donc, déjà, c'est une chose, mais une des tendances qu'on a vraiment beaucoup notées dans les dernières années, dans peut-être les 3 dernières années, je dirais, c'est tout ce qui est, puis Seb, tu as effleuré le sujet, tout ce qui est chambre à écho, la radicalisation en ligne, ce que nos habitudes en ligne peuvent nous amener à amener dans la vraie vie. Grant Amato en est un exemple. Dans notre saison 5, on en a beaucoup parlé, c'était presque le thème de toute notre saison avec la tuerie d'Halifax qui n'a pas eu lieu, avec les gens qui tripent sur les mass murderers. Donc, il y a des gens les Columbiners, tout ça, les gens qui vont vraiment, tout ce que les réseaux sociaux créent, ce que YouTube va créer aussi en termes de chambre à écho selon selon ce que tu consommes. Puis on l'a vu encore plus avec QAnon cette année. Ça joue un rôle dans ta radicalisation. Donc, ça, c'est un sujet qu'on a suivi de près. Puis mais il y a, attends, je vais juste faire une petite parenthèse, mais justement sur la radicalisation et tout, il y a un super bon balado qui s'appelle Rabbit Hole, qui a été fait par le New York Times, si je ne me trompe pas. Puis c'est mon meilleur balado de l'année. C'est tellement bon. C'est fantastique. En fait, ça retrace un peu le processus de radicalisation de quelqu'un par le biais de ton historique YouTube, donc qui est disponible. Tu peux aller jusqu'à l'infini dans ton historique YouTube. Mais oui, ce Rabbit Hole, justement, en témoigne. C'était fascinant, ce podcast-là. Puis c'est un phénomène qui est inquiétant, puis sur lequel on garde un œil, je pense. Là. Mais il y a un autre truc, je peux te faire une autre suggestion peut-être une mini-disto, là, mais si vous pouviez m'a dédier, si jamais vous la faites. Mais non, mais sur TikTok, récemment, il y a un truc qui est sorti que quand tu commentes, là, évidemment, je m'en souviens plus, quand tu commentes juste des ha 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 ou quelque chose. Ah oui, j'avais vu ça, ouais. Ça le traduit. Ça fait des messages super angoissants puis vraiment trash et tout. Mais j'ai pas été au fond de tout ça là, parce que j'étais comme peut-être je suis juste trop vieille pour comprendre. Mais ça a l'air que c'est un vrai phénomène. Puis que je l'avais vu. Moi, j'avais vu Harry. Ah, c'était ça, oui. Puis, j'avais fait quelques tests sans succès, mais je n'ai pas creusé, mais je me le suis gardé en note parce que je voulais voir si c'était vrai ou non. Parce que des fois, les légendes urbaines partent très facilement sur TikTok. Les enfants avalent tout ça. Fait que c'est quand l'espace d'une mise à jour de l'application, tout ça est enlevé. Là, mais bref, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Appelez-moi si vous voulez brainstormer, j'en ai plein. Oui. Je ne suis pas comme Pierre-Luc, là. Mais... moi, j'en connais trop pour mon propre bien. Là. Mais Gabriel, avant que les gars de Distorsion t'appellent, on te trouve où sur Internet? Oui. En attendant d'être la troisième distordue. J'ai Facebook, Instagram, TikTok, je suis là-dessus. Mon balado, j'ai fait un humain aussi qui est disponible sur toutes les plateformes. Et tous les mercredis soirs, 20h sur Instagram, je fais des lives test du mois avec une personnalité invitée où on refait un test du mois du fait d'aujourd'hui des années 90. Oh yes! Alors voilà. Pierre-Luc? Oui, écoute, ma page Facebook, Pierre-Luc Racine continue. Instagram, @Pierre-Luc. Suivez-moi, je suis le Pierre-Luc d'Instagram, c'était mon username, peut-y croire. Et sur le Patreon de Trois-Bières, venez, il y a des choses le fun qui s'en viennent. On va faire un podcast de Big Brother Célébrité. Et aussi, ce soir, on va regarder un vieux reportage de TQS avec Benjamin Toll, parce que ça parlait de la lutte québécoise. Fait que, est-ce que ça a changé? Est-ce que le reportage de TQS du Grand Journal à l'époque était on point et tight ou c'était n'importe quoi? Fait qu'on retourne là-dedans. Ah, non. C'est bon. Pour ma part, vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que sur Facebook, à tourner sur bus où il y a des dessins. Aussi, vous pouvez m'entendre au Voyeur de Vue, qui est un podcast de cinéma que je fais avec Alex Rose, le sus-mentionné Alex Rose. C'était un extra Patreon avant, mais maintenant, les Voyeurs de Vue volent de leurs propres ailes. Alors, allez au voyeurdevue.com pour découvrir ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes où vous écoutez vos pods. Aussi, on aimerait ça saluer et remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui font de merveilleux jeux faits ici à Montréal que vous pouvez acheter pour la Nintendo Switch, pour le PlayStation, pour Xbox. Allez voir ça au tributegames.com. Mais en attendant, messieurs, merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci. Toujours un plaisir. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye. Oh yes. Bye.